comme indice, comme indication de l'invité qui est le mien pour ce Zoom du jour, eh bien j'ai mis cette pochette largement déployée pour une battle de pochettes. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour Martial. C'est vrai que cette pochette, c'est un peu votre marque de fabrique aussi, hein? Oui, j'affectionne les pochettes, on appelle ça les gavroches, je crois. Ça permet de ne pas avoir de cravate. Bon, ben voilà. Alors on va pas parler des vêtements, on va parler sérieusement. On va pas parler chiffon. On va pas parler chiffon, voilà. On va laisser ça à d'autres. Mais on va parler d'une question qui est quand même essentielle, qui est celle des licenciements. Les gouvernements peuvent truander l'indice des prix ou les chiffres du chômage, mais il y a quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas mentir, c'est les chiffres des licenciements. Et là, vous tenez sur votre blog la liste des licenciements, la litanie même, on pourrait dire, des licenciements en France. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans, et c'est un travail qui est mené aussi souvent avec en partenariat avec les lecteurs, bien avec sûr. les lecteurs. Et là, eh bien, je trouve que les chiffres sont en explosion totale. Ben, en fait, la raison pour laquelle cela mérite une émission particulière, c'est que depuis que je suis jeune journaliste, ce qui va faire bientôt 30 ans, j'ai toujours entendu que quand l'Allemagne tousse, la France attrape la peste, donc est gravement malade. Et ce que j'ai vu grâce à mes lecteurs, et en particulier à M. Müller, c'est qu'en ce moment, l'industrie automobile, qui est le cœur même de la richesse allemande, etc., est en train de licencier massivement. C'est-à-dire que les récessions, j'avais dans une émission avec Olivier Pichon, j'avais prévenu tous nos spectateurs, je crois que c'était en mars, voilà, je crois que c'était en février, où j'avais prévenu qu'on aurait une récession, et on aura 2 récessions qui arrivent. Eh bien là, on peut dire qu'en fait, c'est un peu, vous savez, comme les vagues qui arrivent, les vagues de licenciement, vous savez, les vagues qui échouent sur la plage, et puis des fois vous avez des vagues moyennes, et puis d'un seul coup, vous avez une vague très haute, on ne sait pas. Et là, en fait, j'ai vu véritablement arriver une série de 2, 3 grandes vagues, et qui plus est, ce sont des vagues allemandes, et qui touchent principalement l'industrie automobile allemande. Et quand on sait ce qui se passe, dès que l'industrie allemande est touchée de l'auto, alors là, c'est toute l'Europe qui s'arrête. Quasiment. Il y avait déjà un préalable d'ailleurs, parce que dans l'industrie automobile allemande, des pans entiers de cette industrie ont changé de pavillon. Par exemple, Opel, qui était la marque fleuron allemande, est maintenant française, et appartient au groupe PSA. C'était déjà annonciateur des difficultés qu'ils allaient rencontrer, et qui là sont totalement démontrés parce que les chiffres sont absolument hallucinants. Oui, alors on va en donner quelques-uns, parce que vraiment pour que nos spectateurs comprennent. Alors déjà, le tempo a été donné, si vous voulez, par l'usine de Goodyear Dunlop Allemagne, qui a jeté à la rue 1100 personnes. Ensuite, il y a un aciériste, donc l'aciériste qui fournit BMW, etc., pour les fabriquer les camions, les Audi, les Mercedes. C'est Saarstahl Allemagne, donc l'acier de la Saar. Donc les gens sont par exemple en chômage partiel. Le Hydro Allemagne, donc lui qui fabrique de l'aluminium, hein, donc là aussi pour les voitures, c'est 700 ouvriers qui ont été jetés à la rue. Là, ça remonte pas il y a un an, hein. Ça c'est dans les 3 dernières semaines, ou voire la semaine dernière. Le Mercedes Allemagne, donc le nouveau PDG, prépare un licenciement d'environ 10 000 ouvriers et ingénieurs. Vous voyez, ça commence à donner ça donne le chiffre. Le rythme, pardon. Vous avez ensuite Mercedes Allemagne toujours qui a supprimé, en fait, quasiment. Ils devaient refaire une usine, celle de Rastatt. En fait, bon, ils ont dit c'est pas la peine, on arrête. Un gros fournisseur, Marquardt, a jeté à la rue 600 salariés. Prevent Production, c'est 140. Alors eux, les ouvriers ont été empêchés de rentrer à l'usine parce qu'en fait, il n'y a plus de travail. Ford Allemagne a fermé 6 usines. Tout à l'heure, vous parlez d'Opel, mais là, on a Ford Allemagne, et c'est 12 000 ouvriers. Schaeffler, c'est un gros fournisseur, pareil, donc chômage technique. BMW. Alors, BMW, vous savez, c'est... Oui, pensez à l'abri de toute exactement, oui, c'est un peu comme Porsche, BMW. Eh bien, pas du tout. Là, c'est donc je crois que c'est 6 000, si j'ai bien vu. Non, 4 000, pardon. 4 000 salariés, ce qui est absolument colossal. Audi.
Alors là aussi, Audi, c'est le symbole de la qualité absolue. Je veux dire, les gens qui veulent être sûrs achètent une Audi. Ça a supplanté Volvo depuis longtemps. C'est 10 000 emplois qui sont en danger selon la presse locale, qui est en général très bien informée, là où se trouvent les usines Audi. Ensuite, par exemple, tout ce qui est fournisseur de plastique pour l'Allemagne, c'est 130 salariés chez Dieter Plastik. Orman ferme son usine de Penzberg, donc là, c'est 700 personnes. Vous voyez, c'est pas 7 personnes, 10 personnes, 15 personnes, hein. C'est à coût de 700, 800, 1000, 2000, 3000. Waouh! Là, ça annonce une troisième vague de récession pour la France. Je pense que l'année prochaine, janvier, février, etc., nous, on va être affectés, en fait, s'il faut à peu près 3-4 ans pour qu'une récession américaine arrive chez nous, ou on va dire 5 ans, véritablement, quand ça touche l'Allemagne ou la Suisse, en général, c'est 3 mois, hein, grosso modo. C'est ce qui se passe. Bosch Allemagne, donc les bougies, hein, c'est vraiment symptomatique. Alors, ils sont en train de préparer un grand licenciement en raison de la baisse des commandes. Une partie des ouvriers de Bosch Rexroth, en Basse-Franconie, est en chômage technique depuis le mois d'octobre. Powertrain, donc très connu, là, c'est 200 ouvriers, donc c'est fournisseurs. Volkswagen renvoie les travailleurs chez eux. Chômage technique et va licencier à nouveau 7000. Alors, non, pardon, ils vont licencier à nouveau, et c'est moi qui pose la question, est-ce que c'est comme à Noël dernier, parce que Volkswagen avait fait un coup phénoménal aux ouvriers, ils ont, juste avant Noël, genre 5 jours avant Noël, on dit, bon, 7000 personnes dehors, boum, terminé. Et donc là, je pense que ça sera 3000 personnes de plus, sans doute à Noël. Bon Noël. Exactement. Alors, Goodyear Dunlop, bon, j'en ai parlé, c'est 1100. Et ensuite, alors, vous avez des choses qui sont très intéressantes, c'est toujours l'automobile, hein, on reste là-dessus. Avant de vous redonner la parole, permettez-moi juste de vous donner... C'est déjà bien que vous me la redonniez. Oui. Pas, Weber Automotive, 1500 salariés. KUKA, alors KUKA, c'est des robots. Vous savez, vous vous souvenez des pubs Picasso, vous savez, Citroën, oui, avec les robots qui dessinaient des trucs là. Voilà, là c'est un robot, donc c'est 350 ingénieurs qui sont jetés à la rue. Fujitsu Allemagne, 1500. Fujitsu aussi, c'est des robots, hein, c'est tout ce qui est robotique industrielle. MediaMarkt, 600 personnes en Bavière. Voilà, donc tout est à l'avenant, littéralement. Et ensuite, j'avais vu un fabricant de boîtes de vitesse qui a... c'est ZF, voilà, c'est ZF Allemagne. Alors eux, c'est un salarié sur 4, sachant qu'ils ont 6000 personnes dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Et alors, pour recouper ça, Peugeot, à Poissy, donc c'est pas loin, là, on est chez nous. 500 intérimaires ont été jetés à la rue en raison de la baisse brutale des ventes. Alors on dirait que les pubs sur BFM-WC ne fonctionnent pas bien. Hein, c'est plutôt ça, parce que BFM-WC, sans les pubs de Peugeot et Renault, ne survivrait pas, je crois. C'est très intéressant. Il y a quand même des gens qui vont vous dire, Pierre, il y a des gens qui vont vous dire, bah oui, tout simplement, on tape sur l'automobile, on empêche les gens d'acheter des automobiles, on les culpabilise, on les pénalise, on multiplie les amendes, les restrictions. À partir de ce moment-là, les gens achètent plus de voitures et donc c'est tout le secteur automobile qui s'écroule. Donc c'est pas une conséquence économique, c'est une conséquence politique. Politique anti-auto. Alors vous avez pas tort sur un point, c'est-à-dire qu'effectivement il y a en ce moment le combat sur le climat. On vous parle le climat, on est tous des pollueurs, patati patata. Enfin bon bref, acheter des voitures électriques, ça ne marche pas. Il y a peut-être très peu de gens qui achètent des voitures électriques et uniquement pour faire des petits trajets. Néanmoins, si vous regardez Michelin a fermé son usine de pneus en Allemagne. C'était une usine allemande, c'était pas une usine française, d'accord ? 800 personnes à la rue. Continental Allemagne a fermé son usine en Allemagne. 2000 personnes jetées à la rue. Et là, Michelin a annoncé la fermeture de son usine à La Roche-sur-Yon. 600 personnes. Donc, même s'il y a des voitures électriques, hein, puisqu'on parle de climat, de culpabilisation, les voitures électriques, aux dernières nouvelles, elles ont besoin de pneus. On n'est pas sur des skis. Non, mais je précise. Et juste pour aller dans votre sens, je vais vous donner une autre information, parce que c'est la banque
la Bank of England, donc l'équivalent de la Banque de France, qui a sorti ça hier. Ils disent que sans doute à cause du réchauffement climatique, nous allons assister à un effondrement financier. Voilà. Donc le climat a bon dos. Vous voyez, en fait, il y a une récession colossale et les responsables politiques essayent de se cacher, si vous voulez, derrière le climat pour ne pas porter les responsabilités. C'est surtout ça que je vois. Et ici, ce que vous voyez, c'est surtout l'échec de la mondialisation la plus totale. Voilà. Est-ce qu'on va revenir en France, même si on a fait des détours par notre pays, il y a des secteurs qui sont touchés, qui sont surprenants. Par exemple, vous m'indiquiez que même les groupes de presse peuvent être touchés. On voit bien l'Express d'ailleurs, qui traverse encore une situation économique compliquée, mais ça fait des années, mais pas que. L'Express, je vous rappelle, appartient au groupe Drahi. Donc, vous avez plus grand chose à lire dans l'Express. C'est d'ailleurs comme dans le Nouvel Obs ou dans les autres. Enfin, ils donnent tous les mêmes infos, exactement comme les chaînes de télé en continu donnent les mêmes infos. Vous avez 4 chaînes de télé ils font tous la même chose. Donc, il n'y a plus d'infos. Je veux dire, nous, à la limite, on se différencie totalement, justement parce qu'on aborde ce type d'informations que les autres n'osent pas aborder. Le groupe EBRA, qui appartient, le groupe EBRA, c'est un prête-nom, on va dire ça comme ça, qui appartient au Crédit Mutuel. Alors, je rappelle que le Crédit Mutuel possède, je crois que c'est 50 ou 60% de la presse régionale. Et là, ils vont jeter à la rue 400 journalistes. Alors, je crois que c'est l'Est républicain. Attends, je vois déjà la liste là. L'Est républicain, voilà. Alors attends, c'est pas n'importe quoi, l'Alsace, le Bien Public, le Dauphiné Libéré, Dernière Nouvelle d'Alsace, l'Est Républicain, le Journal de Saône-et-Loire, le Progrès, le Républicain Lorrain, Vosges Matin et les hebdos. Donc il y a la Presse de Grès, de Vesoul, la Tribune de Montélimar, je ne connaissais pas, Lyon Plus et Top Est. Voilà. Donc il y a 386 journalistes qui vont être remerciés, qui vont être renvoyés chez Pôle Emploi. Alors voilà, là on touche du doigt, si vous voulez, quelque chose de très important. Ces journaux n'ont pas fait leur travail pour informer les Français de la crise, d'une part. Ensuite, elles ont pris des positions politiques en faveur de Macron. Bon, ça, on l'a vu pendant la campagne, on l'a vu récemment, il y a encore 6 mois. Résultat des courses, les gens n'achètent plus tellement le journal, parce qu'il n'y a pas d'infos. Et quand vous n'avez pas d'infos dans un journal, je ne vois pas pourquoi on va l'acheter. Je fais cette comparaison par rapport au Daily Mail, par rapport au Télégraphe, par rapport au Guardian anglais, qui, eux, font des quotidiens qui sont, on va dire, parfois il y a 60, 70 pages. Je parle même pas du spécial dimanche, où vous avez des fois, vous montez à 100 pages, et ça, et malgré la crise, etc. Mais eux, ils informent les gens. C'est la grande différence entre la presse française et la presse anglo-saxonne, et même la presse allemande d'ailleurs. Donc ils vont être virés. Voilà, tous ces journalistes vont être virés et ça va être la même chose à l'Express parce que de toute façon, quand vous avez des banquiers ou des financiers qui prennent le contrôle d'un système d'information, ça se termine en général toujours très mal. On l'a vu avec le New York Times, on l'a vu avec le Los Angeles Times, ça s'est très très mal terminé. Un journal qui n'est pas dirigé par un journaliste, ça ne marche pas. On est d'accord. Il y a un secteur en France alors, qui vous tient à cœur et qui traverse lui aussi une conjoncture difficile, ce sont les banques qui dégraissent en matière d'emploi. Alors j'ai regardé, c'est quand même un phénomène européen et les chiffres sont simples. Depuis le début de l'exercice 2019, c'est-à-dire quasiment maintenant bientôt 1 an, le secteur a perdu 44 000 emplois. Est-ce qu'on peut rester à cette information-là? Non. Les banques dégraissent. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour vous donner un chiffre encore plus intéressant. Par exemple, en Angleterre, à cause de la crise financière, les banques ont fermé 1/3. Parfois même, en fait, techniquement 40% de leurs agences partout en Angleterre. On assiste exactement à la même chose en France. Ça se fait en douce, c'est-à-dire que les banquiers français ne renouvellent pas les départs à la retraite et favorisent en fait. Ils vous disent par exemple, je sais pas moi, vous savez ces banques qui n'existent pas, genre Before Bank, Boursorama, etc., qui sont des banques en ligne. Vous retrouvez quand vous appelez quelqu'un, si les mecs, ça se trouve il est à l'île Maurice, etc. Donc ça attire une certaine population, mais les Français
rechignent en fait à aller dans ce genre de banque. Et aujourd'hui, les banques françaises sont en train de retirer tous les distributeurs de la totalité de la France profonde, ce qui oblige parfois maintenant les gens à faire 50 km juste pour trouver un distributeur pour retirer du liquide. Et donc, vous voyez que la banque, l'industrie bancaire, est détruite par 3-4 étaux en même temps qui le servent. D'une part, la crise financière, ensuite ce modèle bancaire qui est mort, ensuite, effectivement, la technologie qui est en train de la manger par la concurrence, on va dire, et le quatrième, c'est le social, hein, tout simplement, les revenus. Donc il y a un vrai souci, mais le vrai souci, c'est que le modèle bancaire, j'en ai déjà parlé maintes fois, mais là on le voit. D'ailleurs, après avoir enregistré l'émission avec Olivier Pichon pour Politique Éco, le lendemain, il y a eu cette dépêche de HSBC qui a dit on vire 10 000 personnes, de plus. De plus. C'est parfaitement de plus. Commerzbank, c'était 4 000 ou 4 500. Et c'est tous les jours qu'il y a des licenciements comme ça. Et je pense que bientôt, vous allez voir des licenciements chez CTLM, chez Cofidis, etc. Vous savez, tous ces établissements de crédit. Et vous verrez des banques, genre Orange Bank, qui vont être vendues ou dépecées. Par exemple, pour vous donner une idée, Orange Bank vous fait une publicité pour un prêt à 0,80%, et au bout d'un an, je veux dire, la banque gagne 15 €. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ? Donc, tout ça on est en train de vivre un maelstrom social, économique. C'est véritablement explosif. Et pour vous donner, parce que ça a été ma boussole pendant des années en tant que journaliste économique, c'est IBM. IBM, qui, avant tout le monde, a pris le virage de la mondialisation, c'est-à-dire on vire tous les ingénieurs à Paris, à la Défense, et on embauche des ingénieurs qui coûtent 10% de leur salaire en Inde ou en Chine. Donc, et aujourd'hui, IBM quasiment n'existe plus, sauf dans les grands systèmes. Et ils ont viré encore 1500 personnes. Et je peux vous garantir que depuis 20 ans, 25 ans, IBM ne fait que licencier. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à l'erreur globale d'avoir voulu la mondialisation à tout prix, c'est-à-dire plutôt que de garder les ingénieurs dans chaque pays, des Anglais en Angleterre, des Français en France, etc., pour rencontrer les entreprises. Ils ont même vendu toute leur ligne d'ordinateurs portables à Lenovo, un Chinois. C'était déjà un signe. Et aujourd'hui, ils sont quasiment... ils vivotent. Voilà. Pierre, vous savez que j'aime bien ici faire l'avocat du diable, ce qui n'est pas facile, parce que mon ange gardien n'aime pas, mais néanmoins, il y a une question quand je parle des banques qui me vient à l'esprit, c'est de se dire quand même que, après tout, on voit bien quand même que les banques elles continuent d'embaucher massivement. En fait, ce sont des secteurs... Mais c'est parce qu'il y a des secteurs qui sont lourdement... Mais oui, mais il y a des secteurs qui sont lourdement touchés de plein fouet, dont ils se séparent. But you are a French banker. Oui, mais parce que... mais j'arriverai à terminer ma phrase. Il y a le choc de la dématérialisation, par exemple. Donc là encore, on est devant une adaptation en fait du secteur bancaire, plus qu'une dérive, aucun effondrement. Oui et non. N'oubliez pas, la banque... Non. La banque, n'oubliez pas, c'est avant tout un métier de confiance. Vous voyagez en province autant que moi, et vous voyez bien qu'une agence au coin de la rue du Commerce ou de à l'avenue du Général de Gaulle, c'est vital. Les Français, comme les Allemands d'ailleurs, ont besoin de rencontrer leur banquier dans une agence en dur. Seuls vous savez, les jeunes qui gagnent pas beaucoup et les ultra radins vont dans des banques genre Before Bank, machin, etc. Et en fait, ils les quittent assez rapidement. D'une part parce que Orange Bank, par exemple, sont en train de fliquer littéralement tous les... moi, j'ai eu plein de lecteurs, ils ont retiré 200 € au DAB, et vous avez Orange Bank qui les appelle, oui, pourquoi vous avez retiré 200 €? Vous voyez, ça va pas aller bien loin leur truc, hein. Et puis, de toute façon, Orange Bank, toutes ces banques qui n'existent pas, ils vont le payer très cher, exactement comme les Anglais, qui avaient accepté d'aller chez Egg Bank, ça j'invente rien, qui était en Islande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2008 ça. Hein, et ils se sont retrouvés rasés comme des œufs, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'ils avaient tout perdu. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un problème avec votre banque, avec, je ne sais pas moi, une banque qui n'existe pas.
Vous allez vous plaindre à qui? Au bout du troisième appel, au bout du quatrième appel, les gens finissent par s'énerver, ils les insultent. Et après, quand les mecs de l'autre côté, ils voient votre numéro de téléphone s'afficher, ils vous décrochent plus. Voilà, et c'est fini, vous êtes face à un mur. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça ne touche qu'une petite fraction des ultra-radins. Et je peux vous garantir que dans le monde bancaire, demandez à tous ceux qui ont confié leur argent à Madoff. Hein, ça s'est très très mal terminé. Voilà. Là-dessus, la dématérialisation, je n'y crois pas du tout, parce que la banque, comme la médecine, est un métier de confiance et de relations humaines. Même si aujourd'hui les banques ont des problèmes, le client normal, le commerçant, etc., déjà, il rechigne, si vous voulez, à mettre tout son argent, le coiffeur, et il va mettre sa recette de la journée dans une enveloppe pour la mettre dans une... Déjà là, il y a un problème de relation. Ouais, alors, je vais sortir mon dernier argument. Mon dernier argument, il est un argument de chiffres. Si on prend les licenciements et puis les embauches, par exemple, l'INSEE a constaté 270 000 créations nettes d'emplois sur l'année 2009. Bon, le chômage baissant, je serais tenté de vous dire que le nombre des créations d'emplois est supérieur au nombre des licenciements. Je vous donne un exemple concret pour les téléspectateurs. Conforama est dans une situation désastreuse puisque le patron sud-africain a abandonné la partie et, bien évidemment, les employés en France. Que nous avions chroniqué avec Olivier Pichon. Annoncé, bien évidemment. Je vous en donne acte et c'est une catastrophe, je pense bien sûr aux travailleurs. Attendez, mais je dirais, Conforama meurt, Ikea, pour citer les marques, rit et construit sa plus grosse entreprise à Lyon. J'entends crée de l'emploi. C'est pour ça que le chômage baisse. J'entends bien. D'abord, tout le monde n'a... Alors d'abord, le chômage ne baisse pas. D'abord, ça c'est totalement faux. Écoutez, c'est ce que dit Monbit, c'est-à-dire le Bureau international de travail. Ouais, écoutez, ils ont déjà servi à quelque chose, eux? Alors, voilà, c'est l'exemple du bureau international qui sert à rien. Je veux dire, ces mecs-là sont payés à rien faire. C'est des glandeurs finis. Ils portent bien leur nom. Ils portent bien leur... Vous savez, c'est comme les inspecteurs du travail, un peu comme Madame Hidalgo, vous voyez, qui n'a jamais vraiment travaillé de sa vie. Hein, voilà, alors, l'INSEE. C'est un peu... Bon, écoutez, l'INSEE vous dit que l'inflation est à 2%, hein, voilà, alors que la véritable inflation est à 5, 6, voire 8. On ne va pas parler de ça. La seule fois où je vois des embauches massives, d'accord, c'est juste avant Noël, vous me l'accordez, Amazon va embaucher 3000 travailleurs temporaires au 1er décembre voilà, pour servir Noël, etc. Et ça se termine au 4 ou 5 janvier. C'est la même chose pour vente privée, pour tous et voilà. Et c'est les seuls moments où je vois des embauches massives. Jusqu'à présent, moi je vous donne un autre exemple, le contre-exemple. L'île Maurice. L'île Maurice, aujourd'hui, est devenue totalement florissante grâce au fait qu'ils parlent français. Et aujourd'hui, vous avez tout un tas d'appels. Quand vous téléphonez, vous pensez être en France. En fait, non, vous êtes, grâce aux fibres optiques, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui est à l'île Maurice et qui se moque totalement de votre problème, qui a un questionnaire-réponse, etc. Et si jamais vous sortez du cadre, ce qui est inévitable, hein, on finit toujours par sortir de leur cadre de questionnaire, c'est fini, vous êtes mort. Hein. Je vais appeler le superviseur, blablabla, etc. C'est pas possible. Regardez la liste des licenciements. Attendez, là j'ai 11 pages et je vais simplement jusqu'à fin juillet-juin. Hein, voilà, regardez tout ça. Et attendez, puisque vous parlez de Conforama, c'est très intéressant. Conforama, aujourd'hui, il y a un papier d'ailleurs dans le Parisien, c'était il y a 2 jours, Conforama a mis dans une situation absolument catastrophique tous ces fournisseurs. Il y a des milliers de fournisseurs qui ne seront pas payés et qui vont virer des gens. C'est clair. Attendez, c'est gravissime. On l'a vu avec Thomas Cook. Hein, Thomas Cook est l'exemple type des gens qui vous disent l'économie va bien, et puis vous avez celui qui fournit les vacances aux travailleurs fatigués qui explose un plan vol parce qu'il n'a plus assez de travailleurs. Hein, dans ses avions. Conforama est en train de mettre en faillite peut-être des milliers de PME, que ce soit en France ou à l'étranger. Je tiens à le préciser. Conforama est dans une situation, c'est pas tant... attendez, même Bruno Le Maire, vous l'avez sur ma page licenciement, il l'avait dit à propos d'Arjovelings, on avait fait une émission ensemble, et puis ça a fait du bruit, hein, cette affaire.
Même Bruno Le Maire a dit 200 licenciements chez vous, en parlant aux gens d'Arjo Willings, c'est 600 autres licenciements dans la région. C'est-à-dire 200 personnes virées égale 600 autres. Moi j'ai dit simplement, c'est beaucoup plus que ça. Quand il y a 1000 personnes de virées, c'est 1000 autres qui entraînent 1000 autres. Ce sont des vagues qui entraînent des vagues. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce flot est ininterrompu, à mes yeux, parce que je le chronique depuis maintenant 11 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Ça a failli s'arrêter en 2011, et il y a eu à peu près 3 mois de calme, et ensuite, brutalement, ça a repris avec des licenciements dans les banques, notamment, c'est 15 000, 20 000, etc. Vous savez, quand HSBC licencie 10 000 personnes, on ne tient pas compte, si vous voulez, des 30 000 autres qu'ils ont virés, ou 40 000 autres qu'ils ont virés depuis 2008. Bien sûr. C'est très important. Évidemment. Donc, ne croyez pas ça. Vous savez, même dans les banques aujourd'hui, tous les conseillers clientèle savent qu'ils sont sur des sièges éjectables. Ils doivent vendre des produits de bip avec des taux négatifs. Ils n'y arrivent pas. Donc, et la pression de la hiérarchie fait que... Et aujourd'hui, même le PDG de la banque, ou même le PDG de Conforama, peu importe, face au chiffre d'affaires global qui est en baisse, ils doivent composer avec la masse des salaires à payer, et il y a un véritable problème. Donc du coup, vous avez un endettement total des entreprises, et l'endettement est arrivé à un seuil d'alerte. Vous m'en parliez juste avant qu'on arrive à l'antenne. On est dans cette troisième vague de récession pour la France en 2020. Voilà, ça c'est Pierre Jovanovic, parce que vous êtes journaliste, mais vous êtes un lanceur d'alerte dans la réalité. Ouais, moi j'aime pas le terme lanceur d'alerte. Moi j'aime bien, parce que ça devrait avoir une protection qui est normalement celle qu'on donne aux lanceurs d'alerte. Sauf que ceux qui sont des vrais lanceurs d'alerte sont pas protégés. Le journaliste, par définition, est un lanceur d'alerte, de nouvelles, de ce qu'on veut. Je veux dire, lanceur d'alerte, moi je veux vraiment le type en train de lancer son boomerang ou le poids ou le javelot. Non, lanceur d'alerte, si vous voulez, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui dénonce, qui est un traître en fait. Moi je vois ça comme ça. Moi, le lanceur d'alerte, je me vois pas du tout. Je fais simplement, bêtement, mon métier de journaliste que j'ai appris à faire. C'est la raison pour laquelle Zemmour et moi, on est devenus si populaires en France. C'est parce que nous sortons de la même école, entre guillemets, et nous avons la même philosophie. C'est-à-dire donner véritablement les informations sans les cacher, sans les maquiller. Sans filtre. Sans filtre, et surtout, pas besoin de faire plaisir. Moi je cherche pas à être apprécié. Je m'en fous. Je donne aux gens les vraies infos. Voilà. On ne maquille pas. Aujourd'hui, vous avez un groupe, on en a parlé tout à l'heure, le Crédit Mutuel, qui possède tous ces journaux régionaux, qui ont maquillé les informations, qui ont désinformé leurs lecteurs, et aujourd'hui, ils payent le prix. Leurs journaux ne se vendent plus, et ce sont 400 journalistes qui ont joué le jeu de la banque, qui vont être jetés à la rue chez Pôle emploi, et sincèrement, je ne vais pas les pleurer. Ça c'est sûr. Merci Pierre. Voilà, c'était un Zoom avec Pierre Jovanovic. On vous retrouvera dans Politique Éco, mais là, je crois qu'il était important de soulever cette problématique de l'explosion. Je vais vraiment résumer. Grosse récession, grosse catastrophe en Allemagne. Au niveau de l'emploi, licenciements colossaux en Allemagne. Et cela veut dire que cela va affecter la France gravement. Justement au moment des élections, janvier, février, mars, au moment des élections municipales. Voilà, c'est dit. Fin de la battle des pochettes. À bientôt Pierre. Merci à vous.